bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire présenté par Elexia au programme les 10 actions RSE pour bien démarrer 2021. Alors, comme vous allez le voir, il y a de nombreux sujets à aborder pour l'année qui arrive, notamment le décret tertiaire, mais on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Alors, quelques consignes avant de commencer. Si vous avez un VPN, merci de le couper, ça risque de créer des interférences et de dégrader la qualité de la vidéo. Merci aussi de vous renommer en indiquant votre nom et la société. Ce sera très pratique pour répondre à vos questions et vous recontacter plus tard si vous voulez discuter de façon plus privée avec nous. Aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons pendant les moments dédiés à la discussion. Et un replay ainsi qu'un livre blanc de ce webinaire sera disponible peu de temps après sa diffusion. Alors, les intervenants de ce webinaire sont Anne-Marie, Julien, Marianne et moi-même en tant que présentateur. Anne-Marie, je vais te laisser te présenter si tu le veux bien. Alors Anne-Marie Devé, je suis chef de projet donc énergie et transition et j'accompagne les entreprises dans leur transition énergétique et environnementale. Merci beaucoup Anne-Marie. Julien, est-ce que tu peux te présenter à ton tour? Moi, je m'occupe de l'énergie management chez Elexia. Je m'occupais avant de la transition digitale pour les entreprises et là, j'accompagne les entreprises dans leur transition énergétique. Nous avons aussi un invité d'honneur aujourd'hui, c'est Marianne. Marianne qui représentera Boulanger et qui nous a fait justement l'honneur de participer à ce webinaire sur les actions RSE. Marianne, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir pour échanger. Moi, je suis chef de projet RSE chez Boulanger. Merci beaucoup Marianne. Et enfin, je vais me présenter moi-même, donc Loïc Brem. J'ai été journaliste et rédacteur en chef de plusieurs magazines high-tech et aujourd'hui, je présenterai ce webinaire avec vous. Alors Julien, est-ce que tu peux déjà pour commencer, alors ceux qui ont déjà suivi nos webinaires ont l'habitude, c'est la traditionnelle présentation d'Elexia. Julien, si ça ne te dérange pas, on t'écoute. Oui, bien sûr. Je fais un petit rappel à ceux qui étaient déjà présents. Elexia a été fondée en 2010. C'est une société de services énergétiques. Et depuis son origine, Elexia installe des panneaux solaires sur les toits des supermarchés ou des parkings. Et en 2015, l'entreprise a opéré un virage vers les services d'efficacité énergétique. Fort justement de cet apprentissage avec les panneaux solaires. Et en 2019, Elexia rejoint le groupe Voltalia, qui est leader mondial des énergies renouvelables, voilà, et indépendant d'acteurs traditionnels du marché qu'on peut connaître comme EDF, etc. Donc, la mission d'Elexia, c'est d'allier économie et écologie. Voilà. Les deux concepts ne sont pas forcément incompatibles et accompagnent les clients dans ce sens. Donc, on propose l'ensemble de la chaîne de valeur des services énergétiques, à savoir la mise en place de panneaux photovoltaïques jusqu'aux services énergétiques pour accompagner sur différents sujets, le décret tertiaire, les RSE, etc. Voilà, donc si on voit ici quelques chiffres dont nous sommes fiers. Donc, Elexia est présent en France, bien entendu, mais aussi dans 7 pays qui sont présents ici, en Europe principalement, puis on se développe avec Voltalia au Brésil et dans le reste du monde. Un chiffre dont on est fier, sont les moins 400 000 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère. Alors comme ça ne parle pas trop. Ça représente, on a fait le calcul, à peu près 10 fois la capacité d'absorption des forêts en France, ou alors 1000 allers-retours Paris-New York pour des vols de 400 passagers. Voilà, un petit peu, c'est l'ordre de grandeur. Et puis, on investit beaucoup sur certains projets clients, puisqu'on les accompagne aussi sur des contrats de performance énergétique, des CE, etc. Voilà, donc voilà un petit peu Elexia dans sa globalité. Aujourd'hui, on va parler de RSE. C'est un des volets importants de nos activités. Et j'aimerais introduire, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet avec des experts et des sachants, les leviers de performance du RSE que vous voyez ici à l'écran. Et j'aimerais me risquer à faire un petit parallèle avec mon métier d'avant qui était la transition digitale. Parce qu'au début, on s'adressait à un groupe d'experts et de chercheurs
Puis après, ça a été les jeunes diplômés, les universités qui ont pris les sujets et qui sont rentrés dans les entreprises pour enfin passer sur le business. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on n'imagine même plus que les entreprises n'effectuent pas ce virage, n'est pas effectué. Enfin, les entreprises qui n'ont pas effectué le virage numérique sont en grande difficulté, notamment dans le secteur de la distribution. Eh bien, il en va de même pour la transition énergétique. Et l'enjeu est encore de plus grande taille puisqu'il s'agit aussi de la planète et de la durabilité de nos affaires. Voilà, donc pour revenir aux affaires, il est pertinent de considérer le RSE comme un investissement à long terme. On va le revoir dans les différentes parties de ce webinaire. 6 exemples qui sont présents ici. Le premier, c'est la croissance du chiffre d'affaires et l'attractivité de vos entreprises. Pourquoi? Parce que de plus en plus, dans les cahiers des charges, on voit des cahiers des charges de clients qui demandent d'avoir ce volet RSE, qui sont exigeants par rapport à ça. Donc, ça permettra de répondre à plus d'appels d'offres. Et puis aussi, attirer plus de clients qui sont sensibles aux énergies vertes, à ce que vous, en tant que client, vous utilisez et ce que vous mettez en place. Voilà, donc potentiellement, amener plus de clients et sécuriser votre image aussi, c'est aussi un point à prendre en compte dans la partie affaires. Après, il y a un deuxième volet, c'est plus un volet investissement, puisque c'est lié à la confiance des parties prenantes. Les investisseurs vont allouer aussi des investissements à long terme vers des installations qui sont plus durables et plus fiables. Voilà. Donc, c'est lié aux fonds durables. Il y a de plus en plus de fonds durables qui sont mis en place. Je vous parlais allier économie et écologie tout à l'heure. Eh bien, la consommation, la réduction de consommation telle qu'elle est prévue, par exemple, sur le décret tertiaire ou sur les actions qu'on va mettre en place, vous pousse aussi à réduire vos coûts. Voilà. Il y a à peu près 80-85% des investissements de réduction de consommation dans les projets énergétiques qui vont être autofinancés. Autofinancés grâce notamment à la réduction de consommation d'énergie, la réduction et traitement de déchets ou la gestion de cette énergie. Voilà. Et enfin, vous êtes peut-être familier pour certains avec ça, l'obtention de subsides qui permettent de minimiser les interventions légales et réglementaires. C'est par exemple le cas avec ISO 50001 qui permet l'exemption d'audit énergétique et réglementaire. Et enfin, pour nos collaborateurs, pour vous tous, puisque c'est un point essentiel du RSE, c'est aussi l'attractivité de vos collaborateurs sur le marché de l'emploi. Attractivité, amasser de plus en plus de talents. On voit de plus en plus de gens qui d'ailleurs qui allaient plus facilement vers le digital et qui aujourd'hui viennent le développement durable. Moi, j'en suis l'exemple à incarner, mais il y en a plein d'autres. Et vous permet de fidéliser aussi ces salariés sur le long terme. Voilà. Donc, le long terme, c'est un point clé du développement durable et de la RSE. Et je vais passer la main à Anne-Marie qui va parler plus précisément de ce sujet. Alors, juste avant, Julien, je me permets de rebondir sur ce que tu disais. Et effectivement, c'est quelque chose qui est pas encore clair pour tout le monde, mais économie d'énergie et réduction de tout le CO2 que finalement les industries vont produire, c'est pas forcément incompatible avec faire des économies en argent en fait. Et je trouve ça hyper intéressant justement dans toutes ces approches RSE, c'est qu'on lie toujours l'écologie et l'économie ensemble. Et justement, comme tu disais, on va bientôt passer la parole à Anne-Marie qui va nous définir donc dans une première partie ce qu'est le RSE et aussi le cadre réglementaire qui l'accompagne. Donc, effectivement, il y a l'ISO 50001, le décret tertiaire, mais ce ne sont pas les seules réglementations. Puis, dans une deuxième partie, on va passer aux 10 actions RSE indispensables à mettre en place pour 2021. Et tout de suite, je donne la place à Anne-Marie qui va donc nous définir ce qu'est le RSE. Anne-Marie, merci, nous t'écoutons.
Merci Loïc. Donc, la RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises ou sociétale. Elle regroupe l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable, c'est-à-dire être économiquement viable, avoir un impact positif sur la société, mais aussi mieux respecter l'environnement. Donc, c'est vrai que de nos jours, entre urgence climatique, montée des tensions sociales, accélération des bouleversements sociétaux, le développement durable et responsable, il s'impose en haut de l'agenda des entreprises. Donc, c'est un concept qui est né dans les années 50. Il me semble que tu peux changer de slide, Loïc. Donc, c'est un concept qui est né dans les années 50. Donc, l'idée que les entreprises doivent faire de la RSE, doivent être responsables, prend ses racines dans les travaux de certains managers d'Amérique du Sud dans les années 50. Leur idée de base, c'était de se dire, si les entreprises ne se concentrent plus uniquement sur leurs profits, mais aussi sur l'impact qu'elles ont sur la société, elles en tireront le bénéfice. Par exemple, si l'entreprise paye mieux ses salariés, elle contribue à leur donner du pouvoir d'achat avec lequel ces derniers pourront acheter des produits pour l'entreprise, de l'entreprise. Si une entreprise gère mieux son impact sur l'environnement, elle fera des économies à long terme en évitant de devoir gérer des catastrophes naturelles. Et c'est Howard Bowen qui écrit en 1953 un ouvrage intitulé « La responsabilité sociale du businessman », dans lequel il explique pourquoi les entreprises ont intérêt à être plus responsables et donne la première définition reconnue de la RSE. Donc, avec le développement des préoccupations environnementales, mais aussi sociales et économiques dans la deuxième moitié du XXe siècle, et avec la mondialisation, la responsabilité des entreprises devient un enjeu de plus en plus important et de plus en plus de consommateurs deviennent vraiment critiques vis-à-vis des entreprises et veulent que ces dernières respectent mieux les lois, l'environnement et soient plus responsables de manière générale. Donc, dans toute démarche, disons, de suivi, de quantification, de quantifier ce qui est quantifiable, une des données essentielles reste la data et donc notamment la récolte de ces données. La récolte et puis aussi le stockage de ces données sur une plateforme généralisée. Donc, dans le cas d'Elexia, notamment, dans nos accompagnements, nous avons l'habitude d'utiliser une plateforme globale qui s'appelle Energis, qu'on a déjà abordée lors de nos derniers webinaires. Dans cette plateforme, nous pouvons récupérer les données de consommation de ressources. Donc, on parle autant d'énergie que l'ensemble des fluides et des ressources qui peuvent être consommées par une entreprise. La plateforme Energis permet de synthétiser les données, d'avoir des tableaux de bord qui permettent vraiment de suivre la consommation de ces ressources et ensuite de pouvoir optimiser la consommation d'énergie, d'eau, le traitement des déchets, etc. Alors, c'est vrai qu'en France aujourd'hui et dans le monde de manière générale, il n'existe pas de loi à proprement parler qui oblige les entreprises à mettre en place une stratégie de RSE. Néanmoins, de nombreux pays ont développé un corpus réglementaire qui encadre la RSE, notamment en incitant les entreprises à être plus responsables. D'autre part, il existe une institution internationale qui publie des guides à destination des entreprises afin de les orienter sur leur stratégie RSE et il s'agit de l'Organisation internationale de normalisation, donc l'ISO. Donc, par exemple, en premier lieu, il y a la norme ISO 26000 qui est vraiment la norme qui encadre la définition de la responsabilité sociale des entreprises. Elle établit les principes, les thèmes et les lignes de force du concept de responsabilité sociétale. La norme 14001, elle, est plutôt destinée à promouvoir et encadrer une démarche de management environnemental. Concernant la norme 9001, là, on s'écarte un petit peu du cadre purement RSE et environnemental et on se concentre vraiment sur une démarche de management de la qualité. Ça reste bien évidemment une donnée prédominante dans une démarche RSE réussie. La norme 9001 est l'une des seules qui permet d'avoir un label de certification, contrairement aux autres qui sont simplement des normes qui vous permettent de poser un cadre. Et enfin, la norme 50001, elle est la norme de management de l'énergie qui permet de mettre en place dans l'entreprise un système de management de l'énergie qui soit opérationnel et pérenne et qui permet de servir les objectifs et la stratégie de l'entreprise. Donc, en dehors des normes, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place en France assez récemment. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de vous en parler dans ce webinaire. Et notamment en ce qui concerne la transition énergétique qui agit vraiment comme un booster pour la RSE des entreprises.
Donc là, en 2020, au dernier trimestre 2020, il y a le décret tertiaire qui a fait son apparition, qui incite les entreprises, qui met les entreprises face à leurs obligations et qui établit des objectifs qui sont quelquefois assez ambitieux, qui sont de 40% de réduction de consommation d'énergie pour 2030, 50% de la consommation d'énergie en 2040 et 60% de réduction de la consommation d'énergie en 2050. Donc, les bâtiments qui sont concernés par ce décret tertiaire sont bien évidemment les activités du secteur tertiaire et pour toute surface qui est supérieure à 1000 m². Nous avons également donc, comme booster, tu peux passer à la slide suivante, Loïc, comme booster de la transition énergétique, le plan de décarbonation industrielle. Donc là, ce sont des documents qui ont été publiés par les ministères en début novembre 2020, qui servent le plan de relance et qui permettent tout un panel de subventions qui vont accompagner la transition énergétique des entreprises vers l'efficacité sur une petite vingtaine de solutions qui seront plus avantageusement subventionnées par l'État. Merci beaucoup Anne-Marie pour la présentation et la définition du RSE et son contexte. J'ai trouvé d'ailleurs très intéressant ta façon d'appréhender les réglementations comme des boosters pour les entreprises et non des contraintes. Et ça rentre très bien dans ce qui est le management de l'énergie, qui est encore une fois de faire des économies d'énergie, mais aussi des économies sur la facture. Maintenant, on va donc passer à ce qui nous intéresse le plus, au cœur du sujet, donc les 10 actions RSE à mettre en place pour 2021. Et la première, c'est être ambassadeur RSE pour son entreprise. Et pour ce premier point, je vais demander donc à Marianne de nous expliquer ce qu'est un ambassadeur RSE, puisqu'au sein de Boulanger, Marianne est l'ambassadrice de l'énergie management et du RSE en général. Marianne, est-ce que tu veux bien prendre la parole et me corriger si j'ai dit une bêtise, bien sûr? Merci Loïc. Effectivement, c'est hyper important. Je rejoins ce que disait Julien tout à l'heure sur le fait d'avoir fait une bascule digitale dans les entreprises. On a eu la création de postes dans les entreprises liés sur du digital. Il semble impératif aujourd'hui que dans les entreprises, en fonction de leur organisation et de leur maturité, bien sûr, il y ait des ambassadeurs, des représentants qui soient techniciens, analystes, communicants, parce qu'il faut effectivement qu'il y ait différents types de profils. Donc ça fait la variété et les compétences diverses nécessaires pour venir répondre à ce qu'est la RSE. Et Anne-Marie a bien montré qu'effectivement, ça pouvait être très varié en passant de la contrainte réglementaire à l'envie d'aller jusqu'au bout sur du management de l'énergie, parce que c'est le cœur de sujet ce matin. Et après, effectivement, c'est le positionnement dans la hiérarchie d'entreprise. Avoir un représentant RSE ou planète, en fonction pareil de l'appellation qu'on souhaite lui donner, mais avoir un représentant au CODIR pour jouer effectivement sur un rôle d'influence, pour passer les sujets à un moment donné, parce qu'on se rend compte que la loi et le timing nous rattrapent à certains moments et il faut donc pouvoir mettre en place des actions directement dans les entreprises. Mais oui, effectivement, il est indispensable de pouvoir avoir des représentants, des ambassadeurs RSE, même si effectivement, pour moi, la RSE, c'est une activité hyper large qui ne repose pas juste sur 3-4 personnes dans l'entreprise. Ces 3-4 personnes vont être des boosters, des influenceurs, permettre de donner des lignes directrices, mais c'est bien tous ensemble dans une entreprise qu'on fait la bascule de la RSE, comme on a fait la bascule du digital il y a quelques années et qu'on continue à la faire de toute façon. Merci beaucoup Marianne pour l'explication et comme tu disais, l'importance d'avoir un ambassadeur monde, régional, en tout cas d'avoir un ambassadeur RSE pour son entreprise. Je te remercie pour ces explications. On va passer maintenant donc aux enjeux de la réglementation RSE. Anne-Marie, est-ce que tu veux bien nous expliquer?
Alors, c'est vrai que s'intéresser à la réglementation reste essentiel lorsqu'on met en place des stratégies RSE pour l'entreprise. S'y intéresser permet de répondre aux obligations réglementaires, forcément, puisque certaines entreprises sont soumises par rapport à certains seuils, par exemple, de consommation d'énergie, certains seuils de nombre d'employés dans l'entreprise, ou alors par rapport à des surfaces. Donc là, il y a des obligations réglementaires auxquelles l'entreprise se doit de répondre. Il est également intéressant de s'y intéresser pour devancer cette réglementation et peut-être faire un petit peu mieux que ce qui est exigé par les différents cadres qui sont imposés. Et puis, l'utiliser, comme on le disait tout à l'heure, comme un booster pour la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup d'entreprises font le choix de ne pas se faire certifier ISO 50001, mais d'utiliser, disons, le cadre de cette norme pour le management de l'énergie en interne, sans passer par la certification notamment, mais vraiment pour, disons, monitorer et suivre la consommation d'énergie. Je rejoins complètement. Enfin voilà, ça donne un premier cadre, un premier périmètre, un premier terrain de jeu. Pour moi, c'est une étape qu'il vaut mieux faire en premier qu'en dernier, parce que ça permet d'avoir le chemin et de voir la vision. Après, effectivement, en fonction de la maturité de l'entreprise, c'est toujours pareil. C'est de le voir vraiment comme une opportunité, pour emmener les collaborateurs, pour emmener les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, et puis de se dire comment j'arrive à m'adapter à la loi, comment je rentre dans le rôle, mais effectivement, comment en fonction de ma culture d'entreprise, de mon ambition, de ma vision, j'utilise cette loi pour aller plus loin, et puis de le lier sur un... Enfin, voilà, si on prend l'audit réglementaire, l'audit énergétique qui, pour le coup, est entièrement réglementaire et revient tous les 4 ans, c'est comment je le rentre dans une démarche continue plutôt que de me le voir imposer tous les 4 ans et de pas forcément avoir capitalisé sur le travail qui a été fait. Et du coup, c'est pour recommuniquer aussi avec les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, mais c'est pour moi, effectivement, et je trouve que c'est intéressant de l'avoir mis en point 2, une base à prendre. Tout, ça ne fait pas tout, mais c'est un bon point de départ au moins pour balayer le périmètre. Et justement, Marianne, Anne-Marie, dites-moi si je me trompe, mais on en discutait encore ce matin. Ne pas s'intéresser à la réglementation RSE, ça peut aller au-delà que de ne pas avoir justement un booster pour son entreprise, puisque on en parlait, certains appels d'offres requièrent d'avoir telle ou telle réglementation pour son entreprise. Dites-moi si je dis une bêtise. Oui, ben c'est ce qu'on se disait, ce que disait tout à l'heure Julien, dans les bénéfices globaux de la RSE. Il y a de plus en plus de COMEX qui s'arment de profils RSE dans les fonctions les plus hautes des grandes entreprises. Et de ce fait, on voit bien que la RSE devient un sujet prédominant dans l'ensemble des pratiques de l'entreprise. Et de ce fait, beaucoup de grands groupes demandent à leurs fournisseurs et leurs prestataires de répondre à certaines obligations, de montrer, on va dire, patte blanche. Et donc, par exemple, vont exiger que le fournisseur soit ISO 50001, qu'il soit ISO 9001, qu'il soit ISO 14001, par exemple, ou alors qu'il se soumette à un scorecard, une petite évaluation RSE pour s'assurer qu'il répond à certaines exigences de la RSE. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup Anne-Marie, merci beaucoup Marianne pour ces informations très précieuses sur justement la réglementation RSE. Mais le RSE, c'est aussi mener une campagne stratégique des besoins et des pratiques au sein de son entreprise. Anne-Marie, c'est aussi ton travail de tous les jours d'accompagner tes clients dans les bonnes pratiques RSE. Alors, il y a quelques outils là qui vont être affichés à l'écran. Ils sont nombreux. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça plus en détail? Alors, c'est vrai que cette action-là, on l'a mis en numéro 3, mais on aurait presque pu la mettre en numéro 1, c'est-à-dire qu'il est important de savoir où on est pour savoir où on va. Et donc, c'est très, très important de faire un état des lieux de la démarche RSE telle qu'elle est actuellement, d'un point de vue vraiment très global, mais aussi parfois de s'attaquer à des sujets sur lesquels on est soumis réglementairement. Par exemple, je pense au bilan carbone, je pense à l'audit énergétique, qu'il soit volontaire ou réglementaire. On peut utiliser ces obligations réglementaires pour déjà entamer sa démarche RSE et ensuite poser les différents jalons, travailler sa trajectoire stratégique environnementale et énergétique sur les prochaines années et vraiment se mettre en œuvre un plan d'action qui va permettre sur plusieurs années d'atteindre ces objectifs RSE et environnementaux. En ce qui concerne les outils qui sont à disposition des responsables RSE,
des leaders RSE des entreprises, des ambassadeurs. Il y a bien évidemment tout ce qui va être état des lieux, audit, bilan carbone, tout ce qui va être analyse de cycle de vie, une définition de la stratégie, une définition du dialogue avec les parties prenantes, travailler sur la charte des fournisseurs qui mettent vraiment l'écologie et le volet social au centre de la supply chain. Et puis, on a diverses applications possibles de ces différentes analyses stratégiques. On a donc forcément la création d'un plan d'action. On peut également passer par un programme de réduction des déchets dans l'entreprise, un plan de réduction de la consommation d'énergie, un plan de réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Et on peut aussi également mettre en place ou mener des plans de déplacement dans l'entreprise pour favoriser, par exemple, les transports non polluants pour les trajets domicile-travail. Merci beaucoup Anne-Marie pour ces explications très claires, en tout cas pour moi. Alors, le RSE, c'est aussi sensible. Alors, c'est tout d'abord, bien sûr, mener des stratégies au sein de son entreprise pour faire des économies d'énergie, mais c'est aussi sensibiliser les équipes à un usage responsable. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui n'était pas totalement clair. Est-ce que Anne-Marie ou Marianne, bien sûr, ou toutes les deux, pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que sensibiliser les équipes à un usage responsable? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la démarche RSE ou la RSE en soi dans une entreprise ne repose pas sur 3-4 personnes ou une petite équipe. C'est bien effectivement. Et puis en plus, on a quand même une notion d'urgence sur certains sujets qui rentrent dans la RSE. Et autant utiliser l'effet boule de neige et de se dire qu'à plusieurs, on va aller plus vite et plus loin. Pour le coup, on combine le tout. Mais c'est donner le sens, donner la vision, permettre à chacun de s'inscrire dans les enjeux de l'entreprise. Alors, chacun à son niveau et en fonction de son affinité, parce que l'idée, ce n'est pas d'être dans une contrainte de transformation, mais c'est bien d'accompagner et d'expliquer pourquoi demain, en partant d'opportunités réglementaires ou volontaires, l'entreprise souhaite changer et souhaite emmener l'équipe avec elle, l'équipe au sens large de l'entreprise, ce qui fait une entreprise. Un usage responsable, c'est le sens global. C'est vrai qu'il est bon et il est nécessaire de faire pivoter tout le monde. Dans un usage responsable, effectivement, en fonction de l'activité de la boîte, je peux avoir un usage responsable dans mon métier, à l'extérieur de mon métier, dans mon entreprise. Et puis, tout le monde doit pouvoir… en fait, je pense que le propre de ces personnes qui sont peut-être identifiées comme expertes RSE, c'est de se dire… toi, collaborateur ou partie prenante, voilà ce que nous, on peut te donner comme piste pour te permettre de rentrer avec nous dans la démarche et de tendre sur un but commun. Donc, effectivement, il y a différentes, il y a différents exemples sur cette slide, mais elles pourraient s'enrichir. L'usage responsable, il doit être propre à chaque entreprise. C'est un joli sens commun, mais voilà, qu'est-ce qu'on a envie de mettre derrière? Qu'est-ce qu'on a envie de porter avec les équipes? Mais effectivement, il faut pouvoir faire basculer l'ensemble de l'entreprise. Justement, Marianne, je pense qu'on doit être beaucoup à se poser la question. Est-ce que au sein de Boulanger, ça a été facile de faire accepter auprès des équipes les actions que tu as menées de sensibilisation au sujet d'un usage responsable de l'énergie? Est-ce que c'est facile à expliquer et à mettre en place auprès de ses coéquipiers? Alors, c'est facile à expliquer, à mettre en place, pas forcément, mais c'est un petit peu c'est comme tout. Il y a aussi cette sensibilité personnelle que va avoir le collaborateur qui peut être différente d'un collaborateur à un autre. Si par exemple, on reste sur le management de l'énergie, il est vrai que suite aux audits énergétiques que nous, on a menés, en magasin, l'idée, c'est de pouvoir redescendre une fiche des 10 best practices en se disant le matin, qu'est-ce que je fais quand j'allume mon magasin, qu'est-ce qui va rester en route, qu'est-ce qui va tourner la nuit, qu'est-ce qui ne va pas tourner la nuit. Et puis, on sait aussi très bien que les équipes, pour le coup, en magasin, ça tourne et ça change. Et donc, c'est comment j'arrive à avoir une continuité. Et là, je rejoins la démarche, le fait d'être dans une démarche de temps parce que la RSE, c'est de la rentabilité à long terme et c'est de l'investissement à long terme. Mais effectivement, c'est comment j'arrive à avoir cette passation de bonnes pratiques
au-delà de se dire je dois le faire parce que je vais avoir un audit énergétique. Ben non, effectivement, le fait de mieux gérer sa consommation d'énergie dans son magasin, c'est des économies d'euros, mais c'est aussi du bien pour la planète et de donner le bénéfice écologique de tout ça aux collaborateurs, ça permet de les projeter aussi en se disant bah, demain, le magasin dans lequel tu travailles, effectivement, il va faire du bien pour la planète parce qu'on va essayer de tous ensemble travailler tel geste ou tel geste. Donc, il faut donner effectivement le bon niveau de sens, il faut travailler en transparence avec les équipes. Après, effectivement, la sensibilisation de chacun, ça prend du temps. Tout le monde est différent. Merci beaucoup, Marianne, hein, pour tes explications et pour ton témoignage. Marianne, qui, je rappelle, est responsable RSE chez Boulanger et qu'on remercie encore d'être présente pour ce webinaire. On va maintenant passer au 5e point, qui est donc favoriser l'éco-conception et les achats éco-responsables. Alors concrètement, encore une fois, qu'est-ce que l'éco-conception et les achats éco-responsables, Anne-Marie? On va encore te demander de nous expliquer tout ça. Alors c'est vrai que là, on se base vraiment sur une analyse de cycle de vie. Il y a des entreprises et des activités pour lesquelles mener une analyse de cycle de vie n'est pas si simple. Et en même temps, au lieu de s'attaquer vraiment à, on va dire, tous les côtés de la montagne, peut-être commencer par les matières premières et puis y aller étape par étape. Et en fait, à chaque étape de la fabrication, de la distribution, enfin voilà, à chaque étape de la vie du produit, s'assurer qu'on déjà fait un état des lieux de la consommation des ressources et de ce qui est engrangé pour servir cette étape du cycle de vie. Et ensuite, s'assurer qu'on va venir tirer le fil et réduire au maximum la consommation de ressources pour ce produit à chaque étape de sa vie. Donc, ça passe notamment par des contrats de fourniture qui sont plus respectueux de l'environnement, soit au niveau des matières premières, soit au niveau, par exemple, de l'énergie, avec des contrats d'énergie vert. Ça passe par la circularité, ça passe par la réduction de la consommation de ressources. Et en fait, on fonctionne toujours sur le même triptyque, c'est-à-dire étape numéro 1, identifier le besoin. Une fois que le besoin est identifié, par exemple, je vais prendre un exemple assez commun. Dans une pièce, il y a de l'éclairage. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'allumer la lumière à ce moment-là? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Si on en a besoin, on allume. Si on n'en a pas besoin, on n'allume pas. Deuxième point, c'est OK, j'ai déterminé que j'avais besoin d'allumer la lumière dans cette pièce-là. J'ai déterminé que j'avais besoin de consommer une certaine ressource pour ce besoin-là. Maintenant, est-ce que je vais essayer d'y répondre? Je vais essayer d'y répondre, de manière la plus efficiente possible, c'est-à-dire, dans l'exemple de l'éclairage, mettre des LED, par exemple. Et ensuite, troisième étape, c'est j'ai défini mon besoin, j'ai essayé d'y répondre de la manière la plus efficiente possible. Troisième point, de ce fait, je vais fournir l'énergie, je vais utiliser les matières premières qui sont les plus respectueuses de l'environnement possible. Donc, dans le cas de l'énergie, faire appel à de la production d'énergie locale et renouvelable. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour ces explications. Et dis-moi si je me trompe, hein, mais au final, faire attention chez soi à ne pas laisser les lumières allumées, le four allumé, etc. C'est un peu faire attention aussi dans son entreprise. De la même façon, on vérifie aussi que les lumières soient éteintes. Il y a tout un usage responsable de l'énergie à appréhender. De l'énergie, de l'ensemble des ressources. Alors, en fait, la RSE, c'est une question de bon sens et de cohérence de manière globale. De bon sens, exactement. Je trouve que c'est très bien formulé. On va passer au 6e point, alors qui est favoriser le télétravail volontaire. Justement, Anne-Marie, tu as bien fait de nous préciser pendant la préparation de ce webinaire que justement, il fallait faire attention justement à favoriser le travail, mais volontaire, uniquement volontaire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Anne-Marie? Alors, c'est vrai que c'est une action qui se retrouve un petit peu dans tous les top 10 des actions RSE. C'est un peu une action incontournable et en même temps, je pense qu'elle est un petit peu évidente. Donc, l'idée, ce n'est pas non plus de vous dire qu'on est parti dans la solution de facilité, mais elle reste vraiment une action qui est très importante à mettre en place. On insiste sur le côté volontaire puisque tout le monde ne vit pas forcément bien le télétravail. Et en fait, l'idée, c'est de favoriser l'accès au télétravail pour les personnes qui le supportent bien. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas non plus de créer de l'isolement, de créer de la scission dans les équipes, etc. C'est de le favoriser sur 1 ou 2 jours par semaine, hors conditions sanitaires exceptionnelles, tout simplement pour tous les bénéfices qui en découlent, notamment par déjà de manière évidente la réduction des émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne le déplacement domicile-travail, également l'allègement de la charge mentale par rapport à tout ce qui va être déconnexion, tout ce qui va être gestion de sa charge à la maison.
Et puis, tout ce qui va être améliorer la qualité de travail et la productivité. On insiste bien évidemment sur la question de termes volontaires, puisque c'est vrai que cette année, on s'est un peu retrouvés forcés de rester à la maison et nous n'avons pas forcément tous très bien vécu. Et donc, c'est important de le favoriser pour les personnes pour qui ça fonctionne bien. Et je rejoins complètement. Et du coup, je trouve que ce point-là, en fait, il met bien aussi en exergue que la RSE, ce n'est pas que de l'environnement ou du climat. Et dans le côté climat, je mets l'énergie. La RSE, c'est bien l'environnement, le social, le sociétal. Et donc, il y a bien le prendre soin du collaborateur, prendre soin de soi. Donc, effectivement, le télétravail, c'est le bon exemple, surtout cette année, entre la contrainte, l'opportunité de qu'est-ce que je fais de cet outil, parce que pour moi, le télétravail, c'est un outil à disposition de l'entreprise. Donc, effectivement, enfin, je rejoins complètement le propos d'Anne-Marie, et c'est bien un télétravail volontaire. Il y a quand même de l'encadrement. Il y a le droit à la déconnexion aussi, hein, qui fait partie qui va influer forcément sur le télétravail. Mais voilà, c'est comment je me pose autour du télétravail, comment je travaille avec les managers, quelle est la volonté d'entreprise sur du volontaire ou sur du contraint, et dans comment je fais respecter le droit à la déconnexion, parce que ce n'est pas forcément non plus évident de pouvoir s'isoler chez soi. Et voilà, quand on vit dans un endroit où on travaille, c'est psychologiquement, on ne fait pas forcément la coupure. Et sur le bien-être collaborateur, le RSE, c'est le bien-être de la planète, mais c'est aussi le bien-être du collaborateur. Et donc, c'est un très bon exemple. Merci beaucoup, Marianne et Anne-Marie, de nous avoir précisé justement, comme vous venez de le dire, que le RSE, ce n'est pas juste des économies pécuniaires ou énergétiques, c'est aussi le bien-être des collaborateurs. On va passer au 7e point, qui est donc faire connaître sa démarche RSE. Ça rejoint ce que nous disait Julien en début de webinaire, ce que nous disaient aussi Anne-Marie et Marianne sur le fait que le RSE, c'est aussi pouvoir avoir des opportunités au sein de son entreprise et avec les autres entreprises. Anne-Marie ou Marianne ou Julien, qui voudrait prendre la parole sur ce point? Moi, je veux bien la prendre Ok, très bien, parce avec qu'on plaisir, Marianne. on est aussi en plein dedans. Moi, quand j'ai commencé à bosser sur la RSE chez Boulanger, on est parti, on part d'une page blanche. Et donc, à un moment donné, il faut effectivement sortir de l'ombre pour montrer ce qu'on fait. Et du coup, faire connaître sa démarche RSE, ça fonctionne aussi très bien sur les parties prenantes internes et externes. Donc après, nous, on communique énormément sur le réseau social d'entreprise. Donc, on fait des minutes planète, par exemple, tous les jeudis. On met en avant des actions qui vont faire partie de l'économie circulaire, peut-être sur l'éco-conception. On met en avant aussi, là, on a mené une grosse action qui a caractérisé la démarche RSE, on va dire environnement, qui est la Big Collect. Donc, la Big Collect, notre objectif, nous, c'est d'être leader de la collecte sur les produits, sur les déchets d'électrodomestiques. Donc, c'est des déchets D3E, ce qu'on appelle, que ce soit en interne ou en externe, parce qu'en interne, c'est de féliciter quand même la performance des équipes sur ce sujet, parce que les produits ne viennent pas tout seuls en magasin pour être recyclés. Il y a une action des clients et des collaborateurs par différents canaux. Et puis, c'est de communiquer avec les clients sur le fait que ce geste, bah voilà, il représente des bénéfices écologiques pour tout le monde et pour la planète. Donc, il faut, et le point important dans je fais connaître ma démarche RSE, forcément, un petit peu comme tout, on a peut-être envie d'être le plus beau ou le meilleur ou de faire mieux que son voisin. Je pense que le mot-clé sur faire connaître sa démarche RSE, c'est de communiquer en transparence. Le sujet est tellement complexe qu'on ne peut pas être nickel tout de suite ou tout le temps. Mais par contre, se dire qu'on n'est peut-être pas arrivé au bout du chemin, mais voilà les étapes qu'on a accomplies, et donc d'être dans une démarche de transparence sur la communication qu'on met autour de sa stratégie RSE. Merci beaucoup, Marianne, pour ces explications. Et je pense qu'on te rejoint tous là-dessus. Tu as bien fait de le préciser, le maître mot qui est donc transparence dans faire connaître sa démarche RSE. On va passer au 8e point, qui est envisager finalement la production d'une énergie renouvelable. Une énergie renouvelable, c'est une énergie non polluante.
Anne-Marie, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que finalement envisager une production d'énergie renouvelable dans son entreprise? Oui, alors c'est vrai qu'une fois que vous avez fait votre diagnostic RSE, votre audit énergétique et que vous avez mis en place les actions d'efficacité énergétique à très court terme, on va dire les quick wins qui vous permettent de réduire votre consommation d'énergie avec un impact suffisamment important mais un investissement qui est suffisamment faible, vous avez déjà bien entamé votre stratégie énergétique et RSE de manière globale. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec mon exemple sur l'éclairage. Le troisième point, c'est de répondre à votre besoin énergétique en l'occurrence de manière la moins impactante pour l'environnement possible et donc d'envisager la production localisée et renouvelable d'énergie. Donc là, l'exemple, par exemple, ça va être de passer au photovoltaïque avec soit de l'autoconsommation ou de l'injection. Ça peut aussi passer par d'autres formes d'énergie renouvelable qui sont bien évidemment adaptables selon votre cas et selon votre besoin. C'est-à-dire que si vous avez un besoin de chaleur, vous pourriez passer plutôt par de la géothermie, par exemple. Si vous avez besoin d'eau chaude sanitaire, plutôt par du solaire thermique, etc., selon votre besoin et bien évidemment selon votre environnement. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement qui bénéficie peu de soleil, mais de beaucoup de vent, forcément, vous passerez sur d'autres technologies de production d'énergie renouvelable. Juste une petite question pour toi, Anne-Marie, pour que ça soit clair pour tous. La production d'énergie renouvelable, pardon, je vais y arriver, c'est aussi un service que propose Helexia. Oui, tout à fait. Ok, comme ça au moins c'est dit. On va passer au 9e point qui est donc revoir ces installations liées au froid. Et je sais, d'après nos conversations qu'on a eues en préparation de ce webinaire, que le froid, c'est vraiment un gros morceau du management de l'énergie. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est vrai que pour tout ce qui va être, pour toutes les entreprises qui ont besoin de froid, soit industriel, soit dans le secteur tertiaire, donc du froid alimentaire, le poste froid reste un poste de consommation extrêmement important, été comme hiver. Là, on s'affranchit un petit peu du côté purement climatisation pour le confort des collègues, mais vraiment le côté le froid au service de l'activité. Donc, bien évidemment, là, encore une fois, on passe sur le principe d'identification du besoin, d'y répondre de manière la plus efficiente possible. Évidemment, comme ça reste un poste qui est très, très important, souvent et essentiel, je pense notamment, par exemple, aux grandes surfaces qui, lorsqu'elles ont un souci de froid, une avarie au niveau de leurs organes de production de froid, là, elles se retrouvent vraiment bloquées et doivent faire appel à des solutions extrêmement rapides et très coûteuses. Donc, c'est vrai qu'en termes de management de l'énergie, le fait de monitorer les installations froid est extrêmement stratégique pour justement éviter tout dysfonctionnement à des périodes extrêmement clés. Donc déjà, le management reste extrêmement important. Le deuxième point, c'est que souvent, on se dit qui peut le plus, peut le moins. Et donc, on va avoir tendance à surdimensionner les installations pour s'assurer qu'au final, il va faire bien froid dans cette chambre froide, quitte à un petit peu avoir des installations qui surconsomment par rapport aux besoins. C'est un point qui est valable autant pour la ventilation que pour le traitement d'air. Dans certaines usines, par exemple, qui traitent de produits qui peuvent être un petit peu sensibles, qui vont préférer justement surventiler plutôt que de rester vraiment au strict besoin pour cette zone-là en se disant, bon, au moins, on est sûr, il fera bon dans cette pièce-là, on aura la bonne température et on aura la bonne quantité d'air. Donc là, encore une fois, l'important, c'est de faire le bilan du besoin nécessaire pour cette activité-là, pour cet usage-là, d'y répondre de la manière la plus efficace possible et surtout de suivre ces installations au plus près pour éviter tout dysfonctionnement ou toute anomalie, pour surveiller qu'il n'y a pas de surconsommation due à l'âge de l'équipement, à une mauvaise régulation ou simplement parce qu'il y a un dysfonctionnement d'usage, par exemple une porte de frigo qui reste ouverte ou alors une mise en marche en mode forcé, par exemple. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour ces précisions sur justement les installations liées au froid. Si vous avez d'autres questions, que vous voulez approfondir ce sujet-là, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. À la fin de chaque slide, en bas, on a une petite adresse mail qui est notée. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous poser vos questions, soit dans le chat, soit par mail, et on s'efforcera d'y répondre. On va passer à le dernier conseil RSE à mettre en place pour 2021, qui est mettre un système tout simplement de management énergétique au sein de votre entreprise. Et ça peut être très rapide, ça peut se faire en 5 étapes, comme Julien va nous l'expliquer, si tu veux bien, Julien. Ouais. On se pose souvent la question sur le concept global de RSE, par où commencer. Et c'est ce qu'on vous propose avec le parti pris que
Helexia est un fournisseur d'énergie et UNESCO, un fournisseur de services énergétiques. Donc, sur ce prisme plutôt développement durable et énergie, voilà ce qu'on vous propose. La première étape, évidemment, c'est de se rencontrer ou de se faire une visio, hein, tout dépendra du temps, et d'avoir justement ce qu'on avait vu tout à l'heure, cette espèce de comprendre en fait votre stratégie autour du RSE et de la mise en place d'un système de management énergétique. Donc là, on est sur une partie plus précise. La deuxième étape, en incluant donc les personnes qui sont porteurs des projets, bâtiments par exemple, énergie selon le type de société, on va procéder à une sorte d'analyse documentaire, ce qui comprend notamment le bilan énergétique avec la collecte des données de gaz, d'électricité, l'ensemble de vos factures. Donc on a besoin de tout ça pour bien comprendre votre environnement. Et ça va nous permettre d'identifier les grands enjeux énergétiques pour vous et ce qu'on va pouvoir commencer à envisager de mettre en place. La troisième étape, elle n'est pas obligatoire, mais le cas échéant, on va pouvoir venir aussi sur vos sites pour mettre en place soit des capteurs, lorsqu'on est dans l'industrie et sur des grosses machines qui sont énergivores, soit analyser par exemple vos installations, on l'a vu avec le froid, avec certains types d'équipements. Par exemple, sur des spas, on peut aller voir un spa d'hôtel et voir ou alors les équipements de froid d'un supermarché. Voilà. On va pouvoir poser même des sondes lorsque c'est nécessaire ou quand vous le souhaitez. La quatrième étape, c'est d'établir un échéancier, puisqu'on va définir un certain nombre un plan d'action à mettre en place suite à l'audit et éventuellement envisager des travaux. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais en tout cas, dans certains cas, on a besoin de mettre en place des GTB, des systèmes qui captent en fait les données d'énergie des bâtiments et qui vous permettent de les monitorer en temps réel, des appareils qui vont être connectés en IoT et planifier tout ça dans un calendrier avec nos énergie managers et de suivre l'ensemble en fait dans les plateformes. Donc, il existe pas mal de plateformes qu'on appelle Energy Management System qui vous permettent de voir, de suivre votre consommation d'énergie et d'entreprendre les actions adaptées dans le temps. Voilà, et c'est un processus d'optimisation et d'amélioration continue. Et enfin, la dernière étape, elle est plus large, c'est un usage responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher à dépenser moins d'énergie et de mieux partager ces informations avec les collaborateurs dans une optique aussi de bien-être pour la planète et puis aussi pour les salariés. Voilà, dans une optique durable et de long terme. Voilà un petit peu ces actions qui s'inscrivent dans un processus d'amélioration continue. Merci beaucoup, Julien, pour ces explications et ce passage à l'action en finalement 5 étapes. Vous avez maintenant toutes les clés pour 2021 pour faire des actions RSE. On n'oublie bien sûr pas le premier point qui était de identifier un ambassadeur RSE. Encore merci, Marianne, de t'être prêtée au jeu de ce webinaire et d'avoir participé à sa conception et d'être venue aujourd'hui. Si vous avez des questions pour Marianne, si vous avez des questions pour Anne-Marie, pour Julien ou sur le RSE en général, c'est le moment des questions-réponses. Alors, je vais prendre les questions qui ont déjà été peut-être posées dans le chat. Alors, attendez juste une seconde. Alors, il y a effectivement une question par rapport à la norme ISO 9001 et il y avait une question aussi sur… je peux y répondre tout de suite. Bien sûr, Marianne, nous t'écoutons, merci. Mettre en place, les actions qu'on peut mettre en place sur le bien-être des collaborateurs. Tout dépend quelle est la volonté, mais tout peut être envisageable. Après, ça peut être des questionnaires digitaux en ligne sous un système de points inspiré de ce qu'on appelle le NPS, comme un NPS client. On peut aussi très bien avoir tous les matins, donnez-nous votre avis sur comment vous vous sentez en mode de météo. Je pense que à partir du moment où on commence à questionner ou à demander, soit on demande l'avis, soit on questionne par rapport à une interrogation qu'on a dans son entreprise, j'y reviens à la transparence et surtout montrer qu'on a capitalisé sur les réponses qui ont été données par les collaborateurs
qui vont être diverses et variées. Et après, c'est comment on inclut toute leur remontée ou ce qu'ils auraient envie dans une stratégie d'entreprise à court ou moyen long terme. Je pense qu'à partir du moment où il y a la prise en considération de la remontée du collaborateur, même si on lui dit sur une vision, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, ou effectivement, ton action, on peut s'y rejoindre, ce sera dans 6 ou 8 mois, il faut pouvoir donner du sens, de la vision et de la projection. Donc voilà, donc effectivement, pas mal d'ateliers peuvent être envisagés, soit des ateliers en direct, des tables rondes, juste des systèmes de questions-réponses. Ça peut être aussi une météo, un système de points. Enfin, voilà, ça peut être envisagé de différentes manières. Alors, on retient bien sûr pour faire travailler les personnes sur le sens, il faut les faire s'exprimer. J'y reviens, il faut être cohérent et transparent sur le sens ou sur la vision globale, sur le sens commun de qu'est-ce qu'on est tous ensemble et qu'est-ce qu'on a envie de porter en tant que collaborateur d'une entreprise. Donc, il y a aussi, avant de faire travailler les personnes sur le sens, c'est l'entreprise aussi qui doit se poser sur sa culture d'entreprise, sur sa vision d'entreprise, sur sa mission d'entreprise. Et demain, elle va pouvoir. Il y a des collaborateurs qui vont adhérer, d'autres qui ne vont pas adhérer. C'est tout, ça fait partie de la vie. Mais il faut savoir le dire et il faut lier. C'est beaucoup de communication et beaucoup d'échanges avec les parties prenantes. Merci beaucoup, Marianne, pour ces explications. J'avais une question moi, à te poser. J'espère qu'elle ne va pas être trop compliquée à répondre. Ce n'est pas mon but de te piéger. Mais comment concrètement on agit si on a un collaborateur ou des groupes de collaborateurs qui ne veulent finalement pas écouter les conseils que tu as donnés? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas? Et comment tu as réussi à résoudre ce problème? Je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous suivent et qui veulent devenir ou nommer un responsable RSE au sein de leur entreprise. Alors, il faut toujours considérer des réfractaires dans un groupe, on en aura. Moi, je pense qu'il faut se formaliser, il ne faut pas se formaliser, il faut se concentrer sur le positif et ce qui avance, c'est les groupes de personnes qui avancent. Généralement, quand quelqu'un reste tout seul, ou s'exclut volontairement d'une démarche du groupe ou d'un état d'esprit collectif, c'est naturellement, la scission, elle est naturelle. Donc après, c'est de la discussion, de la communication. Nous, ça ne nous est jamais vraiment arrivé. Alors forcément, après, il y a toujours des méthodes très expéditives pour régler les soucis, mais je pense que voilà, si c'est les personnes, si elles sont responsables, engagées et se sentant appartenir à une communauté d'entreprise, il n'y a pas de raison que tout le monde, il n'y a pas de raison que les réfractaires restent réfractaires. Je vais me permettre Oui, pardon, excuse-moi. Je vais me permettre de compléter, Marianne. Nous, c'est vrai qu'en tant que conseil externe, souvent, on fait face aussi à des personnes qui ne sont pas toujours très impliquées dans la démarche globale. Alors déjà, ce qu'il y a, disons, de positif par rapport au développement durable et la RSE, c'est que déjà, on s'appuie sur 3 piliers qui permettent un petit peu d'aller titiller les sensibilités de chacun, c'est-à-dire que la définition même du développement durable, c'est de s'appuyer sur le volet économique, sur le volet écologique et sur le volet social. Et donc, c'est vrai qu'on a un petit peu chacun notre corde sensible et qu'à partir du moment où on monte sa démarche RSE et qu'on met bien en avant les avantages de ces 3 piliers, on arrivera toujours à atteindre la corde sensible de la personne qui peut être un petit peu, qui se sent peut-être un peu moins concernée. En plus de ça, nous, ce dont on se rend compte, nous, par exemple, chez Helexia, c'est que souvent, quand ça vient de l'extérieur, c'est un petit peu mieux perçu que quand ça vient de l'extérieur. C'est un phénomène étrange, hein, mais parfois, l'entendre dire par quelqu'un d'autre qui vient d'une partie externe de l'entreprise, souvent le message est mieux perçu parce qu'on a l'impression que la personne a pris plus de distance. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant sur les volets, parce qu'effectivement, je vois qu'il y a des questions, comment se renseigner ou comment faire. Il faut passer de cette notion de prestation à partenariat. Même si c'est sur du court terme, mais nous, on a bossé avec Helexia sur les audits. L'idée, c'est d'être dans un partenariat et pas juste sur je consomme une prestation. Ben non, effectivement, on va porter un discours commun, une envie et une ambition commune sur ce sujet des audits énergétiques. Et donc, il faut
effectivement, Anne-Marie a passé des messages en magasin où nous, on ne pouvait pas forcément être présents. Et puis, on a rebouclé et on a avancé main dans la main. Et effectivement, tout le monde a bien pris en compte suite au retour. Tout le monde s'est dit, mais oui, c'est une évidence et il va falloir qu'on change sur des petits points. Et c'est des petits points de transformation. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour ces précisions. Je vois qu'il y a d'autres questions qui… Oui, pardon, Julien, tu voulais prendre la Il y avait parole. une question réglementaire sur Oui. l'ISO 9001 et qui est liée aussi à une question de Natalia, comment s'informer sur la réglementation applicable à notre entreprise. Alors, en ce qui concerne la question sur la 9001, par exemple, ce que je voulais dire, c'est que la norme 26000, elle n'est pas certifiable comme peuvent l'être les normes ISO 9001, 14001 et 50001. En revanche, il existe tout un panel d'organismes évaluateurs RSE. Les plus représentatifs en France, c'est l'AFNOR, l'UCI, EcoCert. Et puis, il y a d'autres organismes qui invitent les entreprises à s'engager dans la RSE, mais avec un suivi, on va dire, moins formel et moins exigeant. Par exemple, il y a le Global Compact, il y a le B Corp, il y a EcoVadis, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est bien que la 26000 n'est pas certifiable au même titre que la 9001 et la 14001. Elle permet vraiment de poser un cadre et de cadrer l'approche RSE de l'entreprise. La seconde question, c'était quoi par rapport à la norme? C'était une question plus générale sur la s'informer sur la réglementation. réglementation. Pour s'informer sur la réglementation, c'est vrai que si vous avez déjà mis en place une norme ISO 9001, 14001, etc., l'un des volets essentiels, c'est la veille réglementaire. Donc là, en général, soit les entreprises le prennent en charge par eux-mêmes, c'est-à-dire que la personne qui est, on va dire, souvent ça va être le référent QHSE, va s'assurer de suivre les plateformes qui vont lui permettre d'être informé en temps réel de l'évolution de la norme, ou alors souscrire à des newsletters et des organismes spécialisés qui vont vous envoyer les mises à jour par rapport à vos problématiques dans votre entreprise. Ça reste soit une démarche qui est menée en interne, soit vous pouvez souscrire à des newsletters particulières qui vous permettent de recevoir les informations qui vous concernent. Et puis, je complète, mais effectivement, c'est des nouveaux métiers qui accompagnent, mais il y a de plus en plus de juristes environnementaux ou climatiques qui émergent, ou d'avocats environnementaux qui permettent effectivement aussi d'avoir un accompagnement sur l'évolution de la réglementation ou existante. Si vous partez de rien, effectivement, c'est pour moi l'un des points de départ pour avoir un bon socle. Si après vous avez la capacité de prendre du temps pour lire, pour découvrir, en fonction du sujet que vous avez, pour éviter que ce soit trop chronophage, c'est en fonction du sujet que vous avez envie de creuser dans votre démarche, rencontrer plusieurs prestataires, rencontrer des membres des pouvoirs publics, etc., qui vont vous permettre d'avoir cette connaissance et puis en plus de vous permettre de vous positionner en fonction de votre secteur d'activité. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Malheureusement, on va devoir clore. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions qui étaient dans le chat. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez d'autres questions, encore une fois, alors je vais partager ça à l'écran de suite. Voilà. Vous pouvez poser vos questions par mail à l'adresse suivante, webinaire@helexia.eu, ou appeler directement le standard téléphonique pour être en lien avec notre service commercial. Excusez-moi juste une seconde. Voilà. Je laisse encore afficher quelques instants les adresses pour que vous puissiez les noter ou nous appeler ou nous écrire directement. Encore une fois, merci Marianne, merci beaucoup d'être venue. C'était pas du tout obligatoire pour toi de venir, tu l'as fait de ton plein gré et avec toute ta bonne humeur. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, c'était très intéressant justement d'avoir ton point de vue en tant que responsable RSE, je le rappelle, de Boulanger. Et Boulanger, c'est pas rien, c'est quand même une énorme institution. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci beaucoup Anne-Marie aussi d'avoir aussi bien expliqué de ton point de vue technique tout ce qui est le RSE, son contexte, les leviers d'acquisition possibles, la réglementation. Merci beaucoup encore une fois Anne-Marie. Merci beaucoup Julien aussi d'avoir participé sur tout l'aspect commercial, le passage à l'action notamment pour commencer des nouvelles démarches RSE pour 2021. Je vais vous laisser tous un dernier mot pour la fin si vous le souhaitez. Anne-Marie, est-ce que tu veux nous donner un dernier mot, une dernière impression? Bon, si on était sur la page merci Loïc pour avoir animé ce webinaire. Merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à passer à l'action sur 2021, il n'est jamais trop tard.
Marianne, est-ce que tu as un dernier mot pour nos spectateurs? Et je suis d'accord, il n'est jamais trop tard et de toute façon, à un moment donné, il faut se lancer, il faut se jeter. Vous n'êtes pas seul, même peu importe votre structure, votre secteur d'activité, vous n'êtes pas seul. Discutez autour de vous, rencontrez des personnes et le réseau va se faire naturellement et les réponses à des interrogations pourraient arriver. Enfin, voilà, on est plus forts tous ensemble, surtout sur ce sujet qui est quand même très dans l'urgence. Merci beaucoup, Marianne. Julien, un dernier mot peut-être? Avant de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année pour bientôt et d'envisager dans vos résolutions, j'espère que vous aurez pris quelques points de ce webinaire pour 2021 à appliquer, à mettre en place au sein de vos entreprises. Voilà, merci à vous. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, si vous avez des questions, on se fera un plaisir de vous y répondre par mail ou par téléphone. Vous avez les deux. Merci beaucoup. On se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux webinaires sur le RSE, sur le management énergétique. Merci encore. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous envoie très bientôt le livre blanc et la présentation comme promis par mail. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Loïc. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.